Nouvelle vidéo puisque cette fois-ci je n'ai pas le plaisir de vous voir. Croyez bien que ça me brise le cœur. Mais bref, nous sommes toujours dans le chapitre qui porte sur les études qualitatives. Cette vidéo en fait clôture ce chapitre. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout voir, je l'espère parce que le temps va vite vous manquer. Les partiels vont arriver assez vite. On est déjà à la moitié du semestre ou presque. Mais bref, loin de moi l'idée de vous mettre la pression. Nous sommes donc dans cette dernière partie du cours du chapitre sur les méthodes qualitatives. Donc pour rappel, au tout premier cours, on a planté les grandes lignes de l'objectif de l'étude qualitative. Ensuite, j'ai fourni une première vidéo sur Internet qui portait sur les entretiens individuels. La dernière fois, nous nous sommes vus en cours et je vous ai présenté de visu les différentes techniques d'observation qui existaient, leurs avantages, leurs inconvénients, leur cadre d'utilisation, bref, ce genre de choses. Et enfin, cette dernière vidéo, en fait, vient clôturer le chapitre puisqu'elle parle des méthodes d'entretien de groupe. Donc je vous l'ai dit, l'ordre n'a pas tant d'importance, je vous l'avais déjà dit, je le répète ici au cas où vous auriez un doute. Peut-être simplement mettre le grand 1 en premier lieu et ensuite l'ordre dans lequel on le fait, on présente en fait la technique et les spécificités qui entourent ces trois types d'études que sont les entretiens individuels de groupe et les techniques d'observation. Donc importe peu tant que vous les connaissez. Voilà. Encore un voilà. Donc, globalement, les techniques par interaction de groupe. Donc, d'abord, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter l'intérêt, en fait, les fondements scientifiques qui font que on fait des techniques de groupe. Parce qu'on pourrait se dire, tout simplement, on n'a qu'à juste faire des entretiens individuels et puis on réunit les résultats, ça fait un groupe. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on pourrait appeler différents groupes. On va voir les communautés, ce genre de choses. Je ne vais pas vous spoiler, ça serait moche. Et dans un troisième temps, on verra comment chacune des techniques à chacun de ces types de groupes est rattachée. Voilà. Donc en fait, les techniques de groupe, elles forment véritablement la deuxième branche des études qualitatives. Elles sont plus nombreuses, les entretiens, qu'ils soient individuels ou de groupe, sont plus nombreux que les techniques d'observation. Et pour autant, s'agissant des entretiens individuels, les principes de collecte et d'analyse sont très proches quand il s'agit des cas de groupe. Pour autant, on peut faire quand même deux grandes distinctions, deux grands points majeurs de différenciation. Un groupe, j'ai commencé à vous le dire, n'est pas égal à la somme des éléments qui le composent. Autrement dit, le tout est plus que la somme de ses parties. En ce sens, les interactions entre les individus conduisent à des résultats différents de la simple prise de parole des individus pris isolément. Cela induit, deuxième élément, des techniques basées sur des principes et des hypothèses spécifiques aux dynamiques de groupe. Alors la dynamique de groupe, justement, qu'est-ce que c'est ? La dynamique propre au groupe a été théorisée par un psychologue qui s'appelle Kurt Lewin et il a prouvé en fait que le groupe développe une dynamique qui lui est propre et qui aboutit à un résultat qui est supérieur à la somme de ses membres. Donc si on prend un groupe, le résultat qu'on obtient est supérieur à la simple addition de ses membres. Voilà. En fait, la dynamique, elle provient de l'effet de stimulation réciproque. On parle ici en fait d'interaction, je vous ai déjà dit ce mot-clé, drapeau rouge. Une idée ou une opinion émise par un membre amène des réactions des autres. En fait. Donc, au lieu, là où d'habitude, vous donnez votre avis tout seul, mettons, je ferai un entretien avec vous sur la qualité de la formation TC. Et je vous prends tous un par un dans mon salon, dit comme ça. Mon Dieu, j'ai le plaisir tous de vous interviewer dans le respect de la convenance et de la bienséance dans mon salon. Et donc, vous venez tour à tour et vous m'exposez ce que vous pensez de la filière TC, etc. etc. Je vais simplement recueillir votre avis. Et vous n'allez pas avoir de contradicteur. Moi, je suis là pour vous amener à dérouler votre pensée. Est-ce que tu penses que ça, c'est bien? Qu'est-ce que tu penses de ce cours? Est-ce que tu penses qu'il manquerait des choses? Ta, 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 ta. Mais globalement, je ne vous sers pas de contradicteur. Je ne vais pas vous dire à un moment ah ouais, tu trouves vraiment que ça, c'est bien? Je vais peut-être vous demander pourquoi vous le pensez, mais je vais m'arrêter là. Par contre, en groupe, vous comprenez bien, je pense que vous l'imaginez très simplement. En groupe, imaginez qu'on lance ce débat là dans l'amphi, si on avait le plaisir d'être ensemble, il y aurait moyen que certains disent ouais, moi j'aime bien ce cours, j'aime bien ce prof, et puis tu en aurais d'autres qui diraient dans l'amphi moi je suis pas trop d'accord parce que il a dit ça, il a fait ça, moi j'ai pas aimé cet aspect, ou en plus on n'étudie pas ça, ou voyez. Et donc en fait il y a nécessairement débat, et ce débat il va avoir tendance à aboutir à un résultat qui est totalement différent du simple avis des gens si on l'avait recueilli isolément, encore une fois. Donc vraiment, on a des résultats qui sont supérieurs à la simple agrégation des avis individuels des membres qui le composent pris un à un, pour le dire comme je l'ai écrit soigneusement sur la diapo pour vous.
Donc, en fait, la dynamique des groupes de Kurt Lewin, elle a été mise en évidence avec une expérience qui est vraiment extrêmement connue dans le champ de la psychosociologie. Bon, elle a débordé du champ de la psychologie parce qu'à la base, c'est bien un psychologue, mais aujourd'hui, on lui attache le titre de psychosociologue tellement ces découvertes ont eu un impact fort sur les sciences humaines et sociales au sens large du terme. En fait, si vous voulez, on est en 1943, et donc le gouvernement américain a un problème. C'est la Seconde Guerre mondiale, donc on est dans une économie de guerre, et donc il y a des rationnements alimentaires. Bon, évidemment, hein, tous les pans de l'économie sont touchés, mais spécifiquement, là, pour le cas qui nous intéresse, c'est l'expérience des Lewin, il y a des rationnements alimentaires, d'accord? Des restrictions qui sont dues à la guerre, évidemment. Et donc, dans cette optique, le gouvernement américain essaie de convaincre, parce que les Américains sont des viandards, bon, c'est pas les seuls, hein, je pense pas que les Français en soient mieux, j'en sais rien, je connais pas la consommation en kilos de viande par habitant en France et aux États-Unis, mais c'est pas pour les juger donc, mais du coup, les Américains consomment beaucoup de viande. Le but, c'est pas de leur faire changer de mode alimentaire, mais plutôt d'essayer de leur convaincre que ce qui s'apparentait à des pièces non nobles, comme les abats, peuvent avoir les mêmes qualités nutritives et peuvent être consommées en lieu et place de la viande. Pourquoi? Parce qu'en fait, la viande vient à manquer, et par contre, on manque un peu moins d'abats. Donc l'idée, c'est un peu d'équilibrer les flux dans la consommation entre ces deux sous-catégories de produits qu'on pourrait appeler les produits issus de la viande ou de consommation de viande. Je ne connais pas s'il y a un nom afférent à ça. Bref. Donc le but évidemment, c'est de convaincre les Américains que les abats ont les mêmes propriétés nutritives que la viande qu'ils ont l'habitude de consommer, et notamment les pièces nobles, hein, le rump steak, le gigot, que sais-je encore. Et donc du coup, pour ça, le gouvernement américain met en place des campagnes publicitaires, vous savez, un peu comme là on a le droit avec Santé publique France, qui nous dit de nous laver les mains, de porter un masque, et puis d'aller se coucher à 21h si on habite une métropole. Voilà, c'est la même idée. Et il constate en fait un relatif échec de ce genre de campagne publicitaire. Et donc, du coup, Lewin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer une petite expérience. Il va, en fait, mettre des gens dans un amphithéâtre, exactement comme un cours, un CM, et puis il va faire venir un spécialiste, un médecin, et pendant 1 heure, le médecin va leur faire un exposé très magistral, très descendant, très top-down, pour leur dire, bon ben voilà, les abats c'est vachement bien, ça a les mêmes qualités nutritives, ça coûte beaucoup moins cher, là en plus on est en économie de guerre, bref. C'est le sachant qui vient expliquer véritablement à la foule ignare, bon là je caricature évidemment, mais en tout cas on a un expert qui vient expliquer à des gens qui ne sont pas spécialement des spécialistes d'une question, qui vient leur expliquer ce qu'ils devraient faire et pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que l'expert il a tort dans ce qu'il expose. Mais juste, ensuite, Lewin, il demande aux familles de reporter leur habitude de consommation de viande et il constate que quand c'est l'expert comme ça qui vient expliquer, un peu à l'instar des campagnes publicitaires du gouvernement américain, où c'est un message qui vient du haut vers le bas, eh bien en fait, il n'y a pas véritablement de modification des comportements. Bon. Et puis, du coup, il va avoir l'idée, il va se dire, et si jamais j'essayais de faire en sorte que les gens aboutissent à ce résultat par eux-mêmes. Et donc, en fait, il va mener avec le même principe, le même objectif, il va mettre les gens en petits groupes, ces mêmes échantillons. Il va les mettre en petits groupes, et puis en fait, il va leur demander comment réguler les problématiques d'approvisionnement en viande de la société américaine. Et il va leur présenter plusieurs substituts dans les abats. Et le but, c'est que les gens en débattent entre eux. Voilà. Et en fait, il va s'apercevoir que concrètement, les gens aboutissent à peu près au même résultat que l'expert, ça c'est intéressant, donc concrètement qu'il faut consommer des abats, hein, c'est nécessaire et c'est presque rendre service à la société en ces temps de guerre. Bon. Donc jusque-là, rien de différent. Et ensuite, il va toujours procéder de même, il va faire un suivi et observer la consommation de viande véritablement dans les foyers. Et là, il va s'apercevoir que les comportements ont changé. 32% des échantillons dans la deuxième modalité de groupe, donc par processus d'échange démocratique, changèrent effectivement de comportement de consommation, là où le message publicitaire ou l'approche top-down avait globalement présenté aucun effet. Et vous voyez, je n'ai pas envie de faire des tunnels, là, des apartés, des digressions de 1000 ans, surtout que c'est quand même beaucoup moins plaisant quand vous n'êtes pas en face de moi, et de voir si ça vous intéresse un peu ou pas, parce que ça se voit dans vos yeux, enfin un tout petit peu, même si je parle à la vitesse de la lumière, enfin j'exagère, mais ça pose beaucoup de questions sur notre vie démocratique, ce résultat, voyez-vous. Encore une fois, hein, il a été reproduit
Cette expérience a été reproduite, elle a été confirmée depuis. Les gens ont tendance à mieux modifier leur comportement quand ils sont partie intégrante de la prise de décision. Par contre, quand on leur ordonne de prendre la décision, même quand on leur explique, même quand on fait preuve de pédagogie, ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est vrai pour le débat démocratique, et par exemple, dans une moindre mesure, à l'université, vous avez plein de CM. Moi, par exemple, je vous vois qu'en CM. Et on sait, en fait, que c'est une méthode très peu efficace pour changer les comportements et favoriser des apprentissages avec modification comportementale. Donc, en fait, concrètement, on a tout faux dans les pratiques et on continue de faire de même. Voilà. Que ce soit dans le champ de la vie en société, avec notamment le débat démocratique et la prise de décision démocratique, bon, et dans une moindre mesure, à l'université, par exemple, avec les CM qui perdurent. Vous voyez, moi je trouve ça quand même passionnant de voir ces résultats-là et de sous-peser tous les domaines. Et là, je vous donne des exemples, mais il y en a sûrement plein d'autres auxquels je ne pense pas et auxquels vous penserez peut-être vous de votre côté, j'espère. Mais c'est vraiment passionnant. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous saouler avec mes passions, mais quand même, pour penser le monde qui nous entoure, cette matière, comme tant d'autres, à l'université, pas que, hein, je pense que c'était pareil au lycée, mais voilà, on invite moins à l'esprit critique et on présente moins les ramifications et ce qui sous-tend les théories qu'on vous présente. On vous les expose plus de manière brute et à apprendre par cœur. Là, on va vous demander un peu plus de réflexivité. Enfin, vous verrez pour le partiel, je vous en reparlerai la prochaine fois, mais je trouve ça passionnant. Bref, je suis en train de faire un tunnel alors que j'avais dit que j'en ferais pas. Je suis mauvais. Donc, en fait, on va avoir différentes typologies de groupes. On va en avoir trois. Le premier, c'est le consensus entre experts. Donc je vais vite parce qu'on va le revoir à travers les méthodes, les techniques de groupe. Parce que là, je vous présente juste des typologies de groupe et on va voir qu'il y a des méthodologies qui sont associées à ces types de groupes. Donc le principe de base, évidemment, vous l'aurez compris, tout est dans le titre, c'est de recourir à l'expertise de certaines personnes qui sont calées sur un sujet, pour le dire trivialement, pour résoudre un problème. Donc, j'en sais rien, moi. Quel sera, quelles seront les nouvelles modalités d'habitation vu le nomadisme des carrières en 2232. Voilà. Bon, et ben vous allez demander à des experts RH, à des directeurs des ressources humaines, à des gestionnaires de groupes de formation, etc., leur avis. Et en tant qu'expert, voilà, on considère, et les résultats sont plutôt là d'ailleurs, parce que ça a été testé quand même, je vous rassure, ils ont des capacités prédictives qui dépassent celles quand même du commun des mortels, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'appétence et d'expertise développée sur les sujets visés par l'enquête, évidemment. Donc, dans ce type de groupe, il faut quand même souligner que les consensus, c'est chaud patate. Tu vois. En général, les experts, ils ont un ego, c'est pas pour déconner. Et donc, du coup, oui, non, mais moi j'ai dit ça, oui, non, mais moi j'ai dit ça. Donc, il est difficile de les mettre d'accord, mais c'est pas forcément si grave, au sens où, en fait, on veut identifier saisir des tendances potentielles futures à long terme. Donc plus on se projette dans le temps, moins on peut être certain, moins le degré de certitude est bon. Mais le but, c'est par exemple de prévoir plusieurs scénarios. Donc c'est pas si grave qu'il n'y ait pas de consensus pur, puisqu'en fait on veut se préparer à différents scénarios qui sont les plus probables pour le futur. Donc en un sens, si on a plusieurs scénarios, c'est beaucoup mieux que un, parce qu'on est mieux préparé aux différentes modalités qui pourraient nous attendre. Par exemple, quand vous dirigez une entreprise qui s'occupe de chaussures de sport, je dis une connerie, hein, mais que voilà, vous faites je vais pas vous dire le nom tout de suite, mais du coup, vous faites un focus group sur un sujet donné, le but c'est d'avoir plusieurs scénarios plutôt qu'un. Voilà. Et donc c'est très utilisé dans le champ du marketing ou de ce qu'on pourrait appeler les ERC, même si en vrai en entreprise on ne trouve pas le terme d'ERC. Mais qu'importe la terminologie, la réalité est la même. C'est ce qu'on va appeler communément les études de marché, même si c'est un mot valise. Et donc du coup, on va utiliser comme ça ces formes de consensus entre experts, ou les dialogues entre experts, les débats entre experts, notamment auprès de, par exemple, de leaders d'opinion, pour identifier des critères de choix ou les attributs qui vont être les plus importants s'agissant d'une marque, par exemple. Donc quand on veut refaire un logo, quand on veut donner un nouveau produit, quand on veut essayer de comprendre sur quoi se basent les décisions d'achat, si on ne veut pas travailler sur un échantillon large ou si on veut faire une pré-étude qualitative avant de lancer du quanti, ça peut être une solution extrêmement intéressante. Voilà. Encore un voilà, putain. Donc bref, deuxième typologie de groupe, les communautés et les réseaux sociaux, ou réseau social au sens général du terme. Donc la communauté traditionnelle renvoie chez Aristote aux habitants d'un village heureux en autarcie. Bon, blague antique à part, la famille en fait, le voisinage, les compétences individuelles, elles définissent la nature et la structure des liens entre les individus. Elles créent un sentiment commun d'appartenance qui est une forme d'influence réciproque.
En famille, chez vous, je suis sûr qu'il y a des choses qui sont admises, des choses qui ne sont pas admises. Vous avez l'habitude de passer à table à telle heure, vous avez l'habitude de valoriser telle typologie de comportement. Il y a peut-être parmi vous des familles qui sont très écolos, d'autres pas du tout. Des familles où on va à la chasse, etc. etc. Bah, tout ça, en fait, ça sous-tend des habitudes de consommation, concrètement. Ça vous définit en tant que consommateur. Enfin, je veux dire, si vous venez d'une famille de chasseurs, il y a de fortes chances qu'un jour vous achetiez un treillis, un fusil et que sais-je, ce genre d'éléments-là. Si, par exemple, comme moi, sans jugement aucun, vous venez d'une famille qu'on a rien à foutre de la chasse, enfin, je veux dire, moi j'ai jamais tiré, bref, ma probabilité d'en acheter, elle est assez faible. Donc vous voyez, en fait, les communautés, les groupes sociaux, en fait, les membres sont influencés par leur communauté d'origine et comprendre comment fonctionne cette communauté nous permet d'essayer de déterminer certaines normes qu'on court au sein des communautés et de mieux prédire les comportements d'achat, encore une fois. Et quand on comprend les comportements d'achat, qu'on est capable de les prédire, on peut faire du blé en masse, Carlis. Donc, c'est intéressant. Le rôle des groupes, il a été étudié en premier lieu par Iman. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de retenir le nom non plus, mais en fait, il s'est intéressé en premier lieu à la capacité des groupes à édicter des normes et des valeurs qui s'imposent à tous les membres. Vous prenez, exemple tout bête, hein. Là, c'est pas forcément en termes de consommation, et encore, vous êtes dans le secteur vestimentaire. Vous voulez faire une pub à l'IUT, d'accord? Imaginons qu'on aurait le droit de payer pour des espaces publicitaires à l'IUT. Il y a quand même plusieurs filières à l'IUT. On va prendre deux archétypes. On va prendre les TC, plutôt bien fringués, stylés, beaux gosses, propres sur eux, et belles gosses aussi, hein, pas de discrimination. Et puis après, on prend les carsocs. Je n'emploierai pas de qualificatif, mais ils ont un style qui est très distinct. Je pense que cessez de rire derrière vos écrans, vous êtes mauvais, vous êtes jugeant. Non, ce n'est pas moi qui ai amené le sujet du rire, c'est vous qui avez commencé à rire, potentiellement. Mais bref, sans jugement aucun, tout ça pour dire que, même si là, bon, je l'ai un peu induit quand même, j'abuse, mais non, en vrai, peu importe les goûts de chacun, clairement, il y a vraiment des différences vestimentaires. Et si on est capable, quasiment au premier regard, si on voit un groupe classe, de dire si on a plutôt affaire à des carsocs ou à des TC, ou par exemple, je vais vous employer la même chose, à l'IAE versus les étudiants qui sont en droit, parce qu'en droit, dès la première année, il y en a qui viennent en costard quand même, si vous pouvez les repérer au premier coup d'œil, c'est bien qu'il y a des normes et des valeurs qui sont partagées par un groupe, quand bien même il n'a pas conscience de lui-même. Je suis un étudiant en droit, je ne suis pas un membre du groupe de l'amphibé. Ouais, mais n'empêche qu'en fait, tu adoptes des normes et des codes de ce groupe, que tu le veuilles ou non. C'est pareil en famille. À l'échelle des nations, pensez-y. Enfin, outre la langue, même sans entendre quelqu'un parler, il y a des traits distinctifs. Bon, j'ai envie de vous dire que là, ça va être stéréotypé à mort. On va pas tomber sur la marinière, le béret et la baguette sous le bras du français, et le camembert dans la bouche. Mais globalement, il y a comme ça des éléments culturels qui nous caractérisent. Par exemple, dans la manière de passer à table, hein, avec les Français qui s'assoient, qui mangent globalement ensemble, même si, bon, d'accord, ça tend à se réduire. Mais c'est encore vrai, notamment dans des générations un peu plus âgées que les nôtres. Et donc, on s'assoit à table, on prend 1 heure pour manger. Rien que le temps de pause, il y a beaucoup de pays où c'est une demi-heure pour manger. En entreprise, il n'est pas rare d'avoir en France 1 heure, 1 heure et demie, voire des fois 2 heures pour manger. Donc, vous voyez, il y a vraiment une différence culturelle qui se manifeste dans les comportements. Si vous êtes un restaurateur, ça change complètement les boulasses que vous pouvez faire sur le service du midi quand les gens travaillent, de savoir cette différence culturelle. Comment cette norme s'impose, déjà la caractériser, et comment elle s'impose dans les comportements. Et être en capacité de jouer dessus pour vendre plus. Parce qu'on est là pour faire des boulasses. Pardon, je me répète un peu, mais je calerais bien un voilà, mais là j'abuserais. Alors évidemment, il y a une différence fondamentale aujourd'hui qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est que Internet est entré dans la danse et il existe dorénavant des communautés virtuelles qui se sont énormément élargies, qui ont des codes, des valeurs et des normes qui sont très différentes et qu'on a du mal à comprendre parce qu'en fait, se créent des liens, des codes et des normes sur des vecteurs et des mécanismes qui n'ont rien à voir avec ce qu'étaient les réseaux sociaux d'avant. Donc les réseaux sociaux au sens physique du terme, alors que là c'est au sens numérique si je puis dire, ou virtuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait il n'y a plus de contact réel entre les gens. J'ai envie de vous dire, il y a des fois des équipes de jeux vidéo par exemple, ils ne se sont jamais vus de leur vie, et pourtant, ils ont vraiment créé des liens. Et auparavant, ce n'était pas des clés de lecture qu'on avait. Mais bref, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut plus facilement toucher les groupes sociaux qui sont présents sur les réseaux. Parce qu'ils sont accessibles d'un clic. Je vous ai donné l'exemple de Laurent Maubisson qui a étudié les vaccins, les anti-vaccins. Je vous renvoie à ce que j'ai dit la dernière fois en cours. Donc, et justement, la ethnographie, j'allais parler de ça.
Je vous en ai déjà parlé, je passe. Et enfin, un dernier type, c'est la co-création. Alors la co-création, c'est quand au sein d'un groupe, on partage un objectif créatif. C'est une source d'innovation qui consiste à associer les consommateurs en amont ou en aval, donc avant ou après la création d'un produit. C'est un processus, on avait déjà vu le cas de Nivea ensemble, je vous l'ai nommé. C'est un processus qui est particulièrement fécond, donc intéressant pour produire des idées en fait, pour tester des prototypes ou pour déceler potentiellement des nouveaux usages de produits ou services, parce que des fois, le petit ingénieur dans son bureau d'études, quand il prévoit qu'on va utiliser tel objet comme ça, en fait les gens détournent l'usage. Et là, ce qui est intéressant pour une marque, c'est de le savoir en amont, comme ça elle peut tout de suite communiquer sur cet autre usage qu'elle n'avait pas forcément anticipé, et ça peut clairement participer au succès commercial d'un produit. Voilà. Et donc, évidemment, ces trois idéotypes de groupe encadrent des techniques, enfin, sous-tendent des techniques qui ont chacune des objectifs différents et que nous allons voir maintenant, le focus group, le groupe nominal, le groupe d'idéation et le groupe Delphi. Alors là, on va rentrer dans une phase beaucoup plus technique, parce que là, je vous ai présenté la logique qui sous-tend l'étude des groupes, ce qu'on pourrait appeler des groupes au sens marketing du terme. On a vu trois idéotypes. Et ensuite, là, on rentre dans la technique, c'est les techniques pour capter les éléments qui nous intéressent au sein de ces groupes. Donc, pour se servir de la dynamique, les wins intrinsèques au groupe, à des fins commerciales. Donc, en premier lieu, le focus group. C'est la méthode de groupe la plus utilisée aux États-Unis. Elle se démocratise en France et elle permet de couvrir en fait un large éventail de questions d'études de marché. On peut par exemple travailler sur les images de marque. Donc, quels sont les attributs de la marque? Quels sont les éléments qui la fondent? Pourquoi les individus apprécient ça plutôt que ça? Qu'est-ce qu'un individu pense quand il voit une publicité, ou quand il voit un logo, ou quand il entend un slogan? Ça, vous voyez bien, typiquement, c'est le genre de choses. C'est compliqué de le faire par questionnaire. Pourquoi? Parce que tu vas dire qu'est-ce que t'évoque ce logo? Bon, bah, il m'évoque la joie, il m'évoque le sérieux. En fait, si tu veux pas faire une liste qui fait 14 pages avec tous les attributs qu'on pourrait penser, ou en plus tu vas saouler la personne parce qu'il faut qu'elle regarde tous les attributs, le plus simple, c'est encore d'aller demander à une personne en direct, tiens, regarde, ça t'évoque quoi? Et en fait, là, ça va être hyper spontané. Donc, vous voyez, il y a vraiment des cas particuliers comme ça, où en fait, le quali est quand même vachement plus pratique que le quantitatif. Et ensuite, par contre, une fois que tu as cerné ces éléments-là, tu peux essayer de les quantifier. Mais au moins, là, par contre, tu es certain de mettre une shortlist de 5 ou 10 attributs associés à la marque que tu vas pouvoir mesurer sur un gros échantillon pour t'assurer que c'est représentatif. Vous voyez? Bref, je vous ai déjà donné ce genre d'exemple. C'était juste pour le plaisir d'enfoncer le clou parce que je suis un grand bricoleur. Donc on peut aussi, évidemment, je vous l'ai déjà dit, pour créer des slogans ou pour s'approprier les éléments de langage d'une cible. Donc on peut apprendre le vocabulaire en fait d'une cible, d'un segment de marché par ce type de technique, et c'est très pratique. Et ça sert énormément pour créer un questionnaire, je viens de vous le dire. On peut aussi faire des observations de situation de consommation, servir à évaluer des publicités. Bon bref, je me suis auto-teasé, ou plutôt auto-spolié. Je vous ai déjà dit tout ça, autant pour moi. Mais comme quoi, je pense quand même toujours aux mêmes choses au même moment du cours, même sans relire mon diapo. J'espère que ça vous rassure un peu. C'est que je dis pas n'importe quoi. Le focus group, en fait. Tout simplement, en termes de recrutement et de composition, et d'où le fait que je vous disais que c'est plutôt facile à mettre en place, la taille optimale, c'est 7 à 10 personnes. Ça permet de faire parler tout le monde, et en même temps que ça ne devienne pas cacophonique. Les plus petits groupes sont trop sensibles à un leader charismatique. T'en as un qui a, bon, je vais le dire de manière brute de décoffrage, j'exagère, je suis caricatural, mais je suis sûr que vous saisirez l'idée. T'en as un qui parle bien fort, qui est bien sûr de lui, et dès que quelqu'un va dire quelque chose, lui, il est un peu trop fier de lui, il va lui couper la parole pour donner son opinion. J'exagère, c'est pas ça un leader charismatique. Enfin, ça se résume pas à ça, là, c'est vraiment la caricature. Mais voilà, en fait, on peut avoir des effets où certains vont se mettre trop en avant, et sur les petits groupes, ils ont trop de facilité à le faire. Dans un plus grand groupe, quand il y a plusieurs leaders qui se tirent un peu la bourre, en fait, ça répartit les pouvoirs, ça les équilibre, de la division des pouvoirs, Rousseau. Non, mais bref. Comme quoi les liens ils peuvent exister partout, même en sciences politiques et en ERC. Mais bref. Et donc du coup en fait l'idée c'est plutôt d'équilibrer et d'éviter qu'il y ait comme ça une prise de pouvoir, une prise du temps de parole, une captation indue, et de pouvoir plus facilement recueillir l'avis de tout le monde. Enfin, par contre, il ne faut pas non plus trop augmenter dans les chiffres, puisque sinon, quand on augmente trop la taille du groupe, on a tendance véritablement à perdre des membres, parce qu'il est difficile de faire parler tout le monde de manière conséquente, au lieu de juste dire oui, non. Voilà.
Si moi j'essaie de vous faire parler en amphi, c'est impossible de vous demander tous votre avis sur une question, par exemple. Vous vous en rendez bien compte. Si là, je vous demandais une question sur le focus group, pensez-vous que c'est utile? Si je vous laisse juste 1 minute de parole à chacun, en amphi, vous êtes 56, bah l'heure, elle est passée. Bon, voilà. Oh putain, encore un voilà, c'est pas vrai l'éthique de langage. Donc évidemment, le groupe, dans ces cas-là, il faut à la fois travailler à son homogénéité, il ne faut pas que les gens ils soient diamétralement opposés, et en même temps qu'il faut qu'il ait un minimum d'hétérogénéité, parce que si tout le monde a le même avis, ça sert à rien de faire un groupe, parce que dès qu'un va parler, les autres vont faire « je suis totalement d'accord avec Jean-Jacques ». Et là, tu n'apportes rien à la chose. Par contre, il faut un minimum travailler à l'homogénéité au sens où, si tu veux par exemple lancer un produit en France, bon l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais si tu veux lancer un produit en France, tu vas pas prendre un Allemand, un Anglais, un Irlandais, un Espagnol, un Chinois et un Thaïlandais. Tu prends que des Français. Là, l'homogénéité, elle est recherchée. Si tu t'intéresses à une catégorie d'âge, mettons les 25-35, tu vas pas aller prendre des plus de 65 ans. Donc, vous voyez, il faut articuler. Ça dépend en fait à chaque fois de ce qu'on cherche. Donc, là-dessus, il n'y a pas de mode d'emploi. Faut juste faire preuve d'intelligence et de réalisme. Mais du coup, il faut être à cheval entre l'homogénéité et l'hétérogénéité du groupe. Voilà. Je ne vais pas m'en sortir. Lors du recrutement des membres, le thème de discussion, il est volontairement présenté de manière vague. Donc, on ne leur dit pas tout, hein, comme dirait Romanov. Le but, en fait, c'est de préserver un minimum la spontanéité des réponses. Pourquoi? Parce que les gens peuvent, parfois, quand ils en savent trop, essayer de préparer des réponses. C'est un peu le biais de désirabilité sociale pour avoir l'air intelligent auprès de leurs camarades. Et ça, on ne veut pas parce qu'en fait, ça transforme leur avis véritable. Ils vont modifier leur avis pour mieux paraître, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'ils pensent au fond d'eux. Et on veut plutôt éviter ça, évidemment. Donc, ici, on va avoir un animateur, alors que dans l'entretien individuel, on a vraiment un intervieweur. Et en fait, c'est plutôt plus simple à gérer le focus group, et c'est aussi pour ça que c'est plus utilisé. Il n'est pas nécessairement formé à la psychologie, cet animateur, et par contre, il doit quand même faire attention à laisser parler un maximum le groupe et à ne pas rendre le groupe dépendant de ses interventions. Ah, j'ai oublié un S, c'est une honte. Donc, pour cela, il faut avoir des qualités qui peuvent ressembler à celles d'un prof, d'un formateur ou même d'un manager en entreprise. Il faut savoir se montrer aimable et empathique, il faut savoir se montrer ferme s'agissant du respect des consignes, sans être un tyran pour autant évidemment. Alors là, plus spécifiquement quand même, il faut savoir faire preuve pour essayer de maximiser en fait la prise de parole des gens, il faut savoir faire preuve de fausse naïveté. Ah bon, pourquoi vous dites ça? On peut revenir là-dessus, s'il vous plaît? Voilà, donc en fait, tu as très bien compris, mais le but en fait, c'est de maximiser la quantité des matériaux, des données en fait qu'on va pouvoir recueillir à travers le focus group. Donc là, des fois, il faut se faire plus bête qu'on est. Et enfin, il faut avoir un petit peu parfois d'intuition, il faut bien le dire. Je vous l'ai dit, de toute façon, la subjectivité, elle est partout. Elle est chez le journaliste qui vous présente un sujet, information, ça vient de former. Et donc, c'est pas neutre. Déjà, on met en forme une donnée qu'on a envie de donner à autrui. Les ERC, c'est pareil. Le politique fait pareil. Le prof fait pareil. Bref, personne n'est neutre. Puisque, nécessairement, même quand on essaye d'être neutre, on met en forme. Moi, j'ai mis en forme ce cours. Je pouvais vous présenter d'autres choses. Le journaliste fait de même, l'animateur fait de même, l'intervieweur fait de même. Bref, il n'y a personne qui est neutre. Celui qui vous dit ça, déjà, ça pue l'arnaque intellectuelle. Maintenant, écoutez la télé et faites attention au nombre de fois où on vous dit « Mais écoutez, moi, je suis neutre, c'est les faits. » T'as relevé ces faits-là et pas d'autres. Il y en avait sûrement d'autres. Mais bref. Et ça marche pour tous les camps, tous les sujets. Donc, bref. Mais bonjour la réflexivité. Donc le but ici de l'animateur, c'est d'orienter les débats du groupe sur les objectifs qu'on s'est donnés, sans canaliser la parole, surtout sans l'influencer, juste l'accompagner, la coucher. C'est de la maïotique au sens d'Aristote. Si vous ne savez pas, vous irez chercher. Je pense par ailleurs que vous avez compris l'idée. Pardon, c'est un peu péremptoire comme phrase. C'était pas mon but. Donc en gros, on a 3 grandes phases dans le focus group. Évidemment, on procède à une introduction en premier lieu. Donc on a un guide qui ressemble un peu à un guide d'entretien, on développera dans les TD. Et en fait, le but, c'est de faire évoluer la discussion autour de thèmes prédéfinis. On ne laisse pas parler les gens sur n'importe quoi. On s'intéresse quand même à un objet donné. Donc on présente ces thèmes, on présente les consignes de déroulement et de prise de parole. Donc on essaye souvent à ce moment-là de chauffer le groupe. Voilà. Le but, c'est évidemment de favoriser la prise de parole, notamment
collectif de chacun des membres. Faut que la parole soit la plus étendue et la plus facile possible pour recueillir le maximum de données. Vous l'avez déjà bien compris, je pense. Ensuite, deuxième phase, on procède à un balayage général. Bon, on pourrait trouver d'autres termes. Mais en fait, le but, c'est de lister les thèmes qui vont être abordés et de présenter le déroulé de la séance, un peu comme quand je vous donne le plan d'un cours. Le but, c'est un peu de rassurer les participants en limitant l'inconnu à court terme, de sorte, à nouveau, vu que les gens sont rassurés, de favoriser la prise de parole. C'est toujours le même objectif, un peu. Et pour exemple, on pourrait se donner l'exemple d'une étude sur les freins et les motivations du renouvellement d'un abonnement à une revue professionnelle. Et là, je me permets de vous lire. Nous nous intéressons aux journaux que vous lisez régulièrement pour votre travail, pour vous informer, pour vous tenir au courant des publicités, des nouveaux produits. Pourriez-vous nous dire comment vous les lisez? Est-ce par nécessité? Est-ce par plaisir? Lisez-vous en profondeur ou êtes-vous plutôt accroché par quelques titres? Qui décide des abonnements de votre entreprise, etc., etc. Sachant que là, clairement, c'est issu d'une étude qui s'était déroulée à Tours, au laboratoire Valorem, et donc qui s'intéresse à des questions marketing. Par exemple, pour vous donner qu'un exemple. Et enfin, ensuite, une fois qu'on a fait le balayage, parce que là c'est très général, on va se recentrer et approfondir sur ce qui nous intéresse vraiment. Donc là, c'est le véritable objectif de la réunion qui est révélé aux participants une fois qu'un bon climat s'est installé, qu'on a bien chauffé la salle et qu'on sent que les gens sont prêts à parler et qu'ils osent le faire, qu'on a déjà pu en attester. Et donc là, vraiment, on est sur les questions cruciales qu'on voulait poser au groupe. Et là, typiquement, vu ce que je vous donnais à la diapo précédente ici comme exemple, et ben là, véritablement, on va passer à des questions plus précises. Là, en l'occurrence, pour vous donner ce même exemple, pour rebondir dessus, nous allons maintenant nous concentrer sur un titre en particulier. En fait, c'était bien ça, le but. Sales and Marketing Management. L'avez-vous connu au travail ou en aviez-vous déjà connaissance? Pouvez-vous faire valoir vos préférences dans le cadre des procédures de renouvellement d'abonnement, etc., etc. Donc là, j'ai mis toutes les questions d'un coup. D'habitude, évidemment, on les pose une par une au groupe. Sinon, quand vous finissez la dernière question, ils ont oublié la première et elle passe à la trappe. Donc vous les faites dans l'ordre. Là, je vous fais un condensé pour vous montrer de manière générale comment ça se passe ou comment ça pourrait se passer. Parce que franchement, la technique magistrale pour essayer d'illustrer une technique aussi pratique, on s'entend que c'est pas l'idéal. En plus, en termes de dynamique des groupes, on a vu que c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire pour favoriser les apprentissages et les changements de comportement, les changements de comportement résultant de l'intériorisation d'apprentissage, donc d'une conviction réelle de ce qui est dit. Mais bon, bref, on ne va pas s'apesantir là-dessus, je l'ai déjà dit. Ah oui, il y a des limites à faire des focus group de manière online. Les gens ne se voient plus a priori en online. Je vous pose la question, et ça sera d'ailleurs pour moi une manière de contrôler que vous regardez ces vidéos, et j'aimerais la prochaine fois que vous ayez préparé quelques éléments potentiels de réponse sur les focus group et leurs limites quand on procède à leur réalisation par Internet, online, numérique, de manière virtuelle, appelez ça comme vous voulez, de manière digitale. Voilà, ça serait un bon moyen. Et au passage, ça peut constituer un drapeau rouge, parce que c'est intéressant de réfléchir à ce genre de sujet. Vous voyez, typiquement, ça serait une question très intéressante au partiel. Vous connaissez les focus group, nous avons eu l'occasion de les voir en cours. Ils vous ont été présentés sous la forme classique, c'est-à-dire réalisés physiquement, en présentiel, avec les participants. On a eu l'occasion de parler de la transformation des ERC avec l'ère des TIC et du numérique que nous connaissons. À votre avis, quelles sont les limites induites par l'organisation d'un focus group en ligne? Vous avez 20 minutes. Voilà. Bonne chance. Donc le focus group. L'intérêt de la technique des focus group provient de la comparaison permise à terme entre les débats des différents groupes. Donc c'est vraiment là qu'il y a interaction au sein du groupe, qui est dynamique et qui fait la plus-value de faire du groupe et pas de l'individuel. Donc le plus souvent, l'intégralité de l'exercice est filmée et ensuite on le retranscrit. Donc évidemment, d'habitude, il y a deux niveaux d'analyse. Chaque groupe est analysé tel un individu à part entière et indépendant, puis les groupes sont comparés entre eux, parce que d'habitude on procède sur plusieurs groupes. Et on fait donc des tableaux analytiques à deux entrées. D'abord le thème, donc thème 1, thème 2, thème 3, thème 4, donc par exemple sur la revue Sales and Management, on va avoir la première question qui concernait les abonnements, en 2 la manière dont ils sélectionnaient la revue, en 3 la manière dont ils choisissaient ce qu'ils allaient lire dans la revue, etc., etc. Et puis ensuite, en fait, les lignes du tableau, ça va être par exemple groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5. Voilà, tout simplement. Faut penser facile. Et
Ce qu'on vise classiquement avec les focus group, c'est ce qui est habituellement débattu avant l'acte d'achat. Par exemple, d'autres sujets, la vaccination, je vous l'ai dit, en plus quand j'ai créé ce cours et que je parlais de cet exemple, le Mobisson n'avait pas fait ce travail à l'université de Tours. On peut par exemple s'intéresser à la décision de laisser les enfants avoir un portable, bref. Ensuite, le groupe nominal. Donc là, il est à la fois proche et distinct du focus group. Il est distinct du focus group du fait de son caractère plus directif, plus structuré. Son objectif prioritaire au groupe nominal, c'est de produire le plus grand nombre d'idées et d'opinions possibles, et pas tant de favoriser le débat, ce qui est plutôt le cas du focus group. Donc les utilisations les plus courantes du travail en groupe nominal, TGN, c'est la recherche et l'évaluation d'idées nouvelles pour des produits et des services, c'est la connaissance des informations recherchées par le consommateur avant un achat. Qu'est-ce que tu sais déjà avant d'acheter le produit? Tu voulais acheter un Mac, pourquoi? Tu sais quoi sur Mac? Tu sais quoi sur Apple? Et là tu creuses, ça dépend de ce que te disent les personnes. Bref, génération et identification des critères de choix d'un produit ou de service. Quand tu veux acheter un ordi, tu fais comment? Raconte-nous. Je vais sur Internet, je regarde. Tu regardes quoi? Et voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et on recense les utilisations actuelles ou potentielles d'un produit ou d'un service. Bon, j'imagine que là, tu veux t'acheter un ordi, mais tu en as déjà un. Tu fais quoi avec ton ordi? Je regarde Netflix le soir dans mon pieu, je l'emmène en cours pour prendre des notes, je regarde les vidéos de mon prof de RC qui arrête pas d'en poster, il est trop chiant parce que on est obligé, on est en hybride, fuck le Covid, vous voyez, ce genre de choses. Et donc on s'intéresse aux pratiques réelles. Alors là, évidemment, avec le biais que j'espère que vous avez déjà en tête, quel est ce biais? Il est auto-rapporté. Ça veut dire que les gens peuvent oublier des choses qu'ils font ou transformer dans leur discours la pratique qu'ils ont réellement. Comment résoudre ce problème? Les loulous, j'espère que vous avez la réponse chez vous. Par de l'observation. On a parlé d'observation ensemble. Quand je vous dis qu'elles ont toutes des avantages, des inconvénients et qu'en fait, idéalement, il faudrait toutes les faire ensemble, ces putains de techniques de RC, vous voyez à quel point, rien qu'en se donnant des petits exemples débiles, ça ressort? Voilà, j'espère que c'est vraiment ce que j'essaye de vous amener depuis le début de ce cours et que ça, même si vous ne deviendrez pas avec un cours aussi rapide des spécialistes de ces techniques, que vous aurez un peu d'esprit critique. Un jour, quand vous lirez une étude, vous regarderez l'objet d'étude, la problématique qui se sont donnée, comprendre les comportements d'achat en matière de verre à vin. N'importe quoi, hein, mais voilà. Et que vous regarderez en 2 secondes, ils ont fait quoi? Des groupes nominaux? Ils ont fait des entretiens? Ils ont juste fait un questionnaire alors qu'ils n'avaient jamais fait de qualitatif? Et que vous saurez vous dire, mais attends, c'est pas une méthode très pertinente, ou au contraire, ça paraît pas mal parce qu'il fallait savoir ça, ça, ça. C'est vraiment ce que j'espère que vous saurez faire. Et d'ailleurs, je vous ai dit, drapeau rouge, cette slide, hein, et puis pour le reste du partiel, élément général, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. J'ai pas réfléchi exactement à comment j'allais faire, mais j'y songe. Voilà, un cas où je vous dis, vous devez faire telle étude, expliquez-moi ce que vous feriez. Voilà. Et en fait, pourrait y avoir d'ailleurs typiquement plusieurs possibilités. Et l'idée, c'est de plutôt voir comment vous argumentez votre choix. En gros, typiquement, dans certains cas, vous pourriez me dire, je vais plutôt faire un focus group, dans d'autres cas, des entretiens individuels, puis dans un dernier cas, des questionnaires. Mais ce qui va plus compter, c'est pas tant que vous apportiez la bonne réponse, parce que souvent, des fois, en fait, on l'a vu, les études ont des avantages et des inconvénients, et vous pourriez choisir d'utiliser le quanti pour plutôt essayer de dénombrer les gens qui vont préférer telle forme de verre à telle forme de verre, dénombrer le nombre de cas où ils utilisent les verres à vin, etc., etc. Et donc, ce qui va plus compter, c'est la manière dont vous légitimez votre choix plutôt que le choix d'études lui-même. Voilà. Donc, si ça vous paraît pas clair, on n'a plus que 2 séances ensemble de CM. J'espère que vous aurez des questions à cet égard. Parce que vous comprendrez bien, sans vouloir être méchant, que une fois que le cours sera fini, si vous vous réveillez avec vos questions, je m'autoriserai à vous répondre. J'ai souvent demandé en cours si vous aviez des questions. Je vous ai souvent demandé si vous regardiez les vidéos que tout vous paraissait clair. C'est un peu tard. Mais bref. En vrai, je suis pas un mauvais bougre. À mon avis, je vous répondrai quand même. Mais méfiez-vous. Donc, le groupe nominal, on est toujours sur 7 à 10 personnes pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Je ne vais pas me répéter. Le principe de base ici, c'est d'alterner des phases de réflexion individuelle et collective. Habituellement, ça dure de 30 à 60 minutes. On en faisait un en TD les années passées. Et je pense que Claude Elkaïm va en faire un avec vous. Donc, c'est assez marrant à faire.
Ça dépend vachement du sujet, mais si on chope un sujet qui vous plaît, en général, c'est plutôt drôle à faire. Et c'est surtout très drôle quand c'est un étudiant qui mène les débats et qu'il est en train de commander ses camarades. Alors on voit différents types de profils, c'est vraiment mourir de rire. Il y en a qui sont vachement dans le consensus, qui veulent froisser personne. Et puis on voit aussi des petits dictateurs en puissance en mode non mais j'ai dit que tu faisais pas ça, non mais toi c'est pas à toi de parler. Finalement d'ailleurs c'est assez efficace, soit dit en passant. Mais enfin bon bref, c'est très drôle, mais c'est dommage, je le fais pas. Donc je le regrette, croyez-moi. Donc la procédure elle comporte habituellement 6 phases successives, je suis désolé, je digresse, vous vous en foutez des détails de ma vie, pardon. La procédure elle comporte habituellement 6 phases successives. Donc la phase individuelle, la première, c'est la génération d'idées. Donc tu poses un problème, par exemple, on reprend l'exemple des verres à vin. Donc toi, qu'est-ce que t'aimes dans un verre à vin? Bah, non mais c'est con, on dit comme ça, mais voilà. Le but c'est juste, et au début tout le monde note ses idées perso sans les partager au groupe comme un gros égoïste sur un petit papier. Ensuite, on met les idées en commun, phase 2. Phase 3, on regroupe les idées, donc chacun les partage, on les dénombre, on va y revenir. Ensuite, on retombe dans une phase individuelle d'évaluation, donc chacun dans son coin. Ensuite, on partage les évaluations au sein du groupe et on essaye de les rassembler. Et enfin, on procède à une évaluation finale pour s'assurer que tout le monde est d'accord avec le point de vue final du groupe. Donc la première phase, pour aller un tout petit peu plus loin dans les détails, donc c'est une phase individuelle de génération d'idées. Donc l'animateur lance un sujet, un thème de réflexion. Qu'est-ce qui fait que vous achetez une voiture? Et donc chaque participant s'adonne de manière personnelle et note les réponses à une grille sur une grille en les hiérarchisant. Ben, moi j'achète une voiture pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Je vous ai mis 2 autres exemples ici. Ensuite, on a une phase de groupe, donc on met ses idées en commun. Ben moi j'ai répondu ça parce que j'ai trouvé que acheter une voiture c'était ça, et puis moi j'aime bien ça, puis j'aime bien quand les sièges sont en cuir. Moi je veux une petite voiture pour me garer n'importe où. Voyez l'idée. Donc on obtient ainsi un tableau général, c'est le groupe de l'animateur, où on hiérarchise l'ensemble des idées du groupe. Mais là, pour l'instant, les idées, elles ont été pensées individuellement. Ensuite, on regroupe les idées. Donc on fait un nouveau tour de table, en fait, et chacun est invité à donner le sens porté par son propos et ceux d'autrui. Moi, je pense que cette bonne idée, là, les 10 premières, alors souvent on hiérarchise comme ça, les 10 premières, c'est ça, etc. Et je pense qu'elles sont bien, elles sont mauvaises. Et surtout, on se met d'accord donc on regroupe les idées similaires et on se met d'accord sur le sens. Ouais, mais toi, Daniel, quand tu dis que voilà, la voiture, c'est un marqueur social, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et toi, Roger, quand tu dis que la voiture, t'as envie qu'elle soit belle, est-ce que les idées, elles peuvent se recouper? Parce qu'en fait, quand c'est beau, c'est pour le monter à autrui. Donc en fait, est-ce que c'est un marqueur de classe? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il faut le distinguer? Le groupe en débat, et en fait, le but, c'est que, un, on regroupe les choses similaires, deux, tout le monde soit d'accord sur le sens, sur ce que signifient les mots qui sont employés dans le tableau. Voilà. Quand certains disent qu'il faut que ce soit beau, il faut que tout le monde soit d'accord sur le sens de beau. C'est quoi beau? C'est l'intérieur, c'est l'extérieur, c'est les deux en même temps? C'est beau pour toi, c'est beau pour les autres? Bref, voilà. Ensuite, quatrième phase, à nouveau individuelle, on fait une évaluation à nouveau, préliminaire cette fois. Donc là, chacun des membres, parmi la globalité des productions, une fois que tout le monde s'est entendu sur ce que signifiaient ces productions, en fait, il les hiérarchise et il les évalue. En gros, il dit, bah moi, on a produit 22 idées, moi je trouve que ces 10-là sont pertinentes. La première c'est elle, la deuxième c'est elle, la troisième c'est elle, donc 1 étant le plus important. Donc ça nous permet de calculer en fait la fréquence de citation et le degré d'importance des citations. Ensuite, chacun met en commun son évaluation. Bah moi en 1 j'ai mis ça, en 2 j'ai mis ça, en 3 j'ai mis ça. Donc là on peut calculer la fréquence moyenne, l'importance moyenne pour chacun des membres du groupe, au sein du groupe. Et donc l'idée là c'est vraiment que les gens partagent ce qui est important les uns pour les autres. Et ensuite, à nouveau, une dernière phase individuelle, chacun dans son coin reprocède à l'évaluation finale. Donc le but là ici c'est que de voir s'il y a des changements, hein, on est vraiment dans la dynamique des groupes de Lewin, en général il y en a d'ailleurs. Et donc du coup c'est de voir en fait s'il y a des changements d'évaluation dans les critères les plus importants suite au débat dans le groupe. Et ça permet aussi, un peu insidieusement comme ça, là, en se cachant, de repérer les arguments qui font mouche, par exemple, pour des argumentaires de vente. Le groupe débat, et à un moment, t'as Gérard qui fait « Bah non, mais pour acheter une voiture, le plus important, c'est ça, les mecs !» Et là, tu t'aperçois que en phase 4, le reste du groupe avait mis ce critère en numéro 4 ou 5, tu vois. Et après que Gérard il ait dit ça, le critère il est passé en 2 en moyenne. Bah là, tu penses que clairement c'est un argument qui fait mouche. Ça te permet de l'identifier et derrière tes vendeurs, tu vas leur dire
Ça, on le sait, c'est sûr, ça fonctionne. Tu le dis, s'il te plaît. Vous voyez? Alors, encore une fois, euh, est-ce que c'est de la manipulation ou pas? Je vous laisse seul juge. Donc, bref, les trois grands avantages du groupe nominal, c'est un, produire des idées nombreuses sans avoir l'inconvénient des disparités de sens, puisqu'on s'assure à travers ce type de travail, et contrairement au focus group, que les gens sont d'accord sur le sens qu'ils donnent aux mots. C'est aussi un gros problème avec le quantitatif, avec les questionnaires, ou quand on compare des résultats d'entretien individuels, par exemple. On n'est pas sûr que quand l'un parle de fierté, l'autre mette la même chose derrière la fierté. Est-ce que c'est la fierté individuelle? C'est la fierté de son équipe de travail? C'est la fierté de sa famille? C'est sa fierté individuelle? Bref. La fierté, elle se manifeste de façon tangible, intangible. Bon, bref, je ne vais pas donner 36 000 exemples, mais vous voyez, là, il n'y a plus de variation dans le sens donné. En tout cas, moins. La formation des animateurs, elle est très rapide. C'est vrai aussi pour le focus group, donc c'est pratique. Parce que ça, c'est vraiment une limite s'agissant des entretiens individuels. Et globalement, le coût de revient des TGN est relativement faible, de même que ceux des focus group comparativement aux entretiens individuels. Pour autant, hein, les résultats qui sont produits par les travaux de groupe ne sont pas directement généralisables à l'ensemble d'une population. On vise plutôt la création d'idées, comme je vous l'ai dit, ou par exemple à établir un panel large de motivation d'idées, à rentrer dans des éléments de vocable qui appartiennent aux cibles, à déceler les arguments qui font le plus mouche. Par contre, pour être sûr d'avoir des choses représentatives ou de dénombrer un phénomène, il faut recourir toujours aux études quantitatives, et c'est pour ça que les deux vont si bien ensemble, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Les groupes de créativité et d'idéation. Alors ça, c'est un peu spécial, mais ça existe dans certains cas. Je vous avais parlé du cas Nivea, notamment. Là, le but, c'est de rechercher des nouveaux produits dans une optique de communication publicitaire. Donc le but, c'est en gros de savoir quels seraient les nouveaux produits attendus par les gens, quelle forme ils pourraient avoir. Et en fait, d'embaucher Ronan, l'ingénieur breton, qui va travailler pour une boîte et produire un produit tout seul dans son coin sur la base d'un cahier des charges qui émane de la haute direction, bah là en fait on va juste aller demander aux gens, et vous, vous aimeriez avoir quoi chez vous? Pour de la crème de jour, en termes de carafe pour aérer le vin. Oui, je parle beaucoup de vin aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je fais le cours dans mon salon et que j'ai des bouteilles de vin pas loin. Pour un manteau, vous voudriez combien de poches? Quel design il faudrait qu'il ait? En quelle matière vous aimez la doublure? Bref, vous voyez, en fait, au lieu de le prévoir en amont et d'avoir une approche typiquement top-down, donc du haut vers le bas, où on impose beaucoup, bah là, en fait, on fait tout simplement participer les gens. Et on a des exemples tout bêtes, c'est par exemple quand des marques ont fait ça très opportunément pour refaire leur logo ou leur slogan. En fait, elles ont fait un concours ouvert à l'ensemble de la population. Bon, en général, c'est des designers ou des communicants qui participent, mais avec un petit prix où en fait, tout simplement, on recueille les idées de tout le monde et ensuite on prend la meilleure. On peut même demander au groupe déjà de produire les idées et ensuite de voter pour la meilleure. Et là, vous êtes en fait à peu près certain, ça mélange à la fois du quali et du quanti, que vous avez quelque chose déjà d'original. Donc c'est beaucoup plus large que si vous demandez en interne à votre bureau de marketing qui fait même potentiellement 20 personnes. Bah là, vous pouvez toucher 100 000 personnes, donc ça fait quand même 100 000 idées, c'est plus large. Et ensuite, les gens votent, et donc du coup, vous avez des résultats qui sont beaucoup plus fiables et valides. C'est quand même intéressant. Et en plus, souvent, c'est moins cher. Pourquoi? Parce que typiquement, quand vous faites par exemple un concours pour un logo, vous faites un premier prix à 3 000 euros. Il y a plein de gens qui participent en espérant, déjà pour s'amuser, et puis deux, en espérant gagner le prix. C'est quand même un petit bonus. Tous ceux qui ont participé, qui n'ont pas le prix, donc s'ils sont 100 000, il n'y a qu'une personne qui a le prix, bah les autres, ils ont fait ça gratos. On est d'accord. C'est du travail gratuit. Et en plus de ça, si vous comparez à payer une boîte qui va vous faire un logo, ça sera beaucoup plus cher que 3 000 euros. Vous voyez? Bref. De la même manière, est-ce que les prix dans les supermarchés ont baissé? Non. Est-ce que ces dernières années? Non. Ils ont eu tendance à augmenter, pas plus vite que l'inflation, donc c'est pas non plus des voleurs, mais voilà. Globalement, les prix baissent pas. Ces groupes
sont rentables depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, par exemple, vous pouvez aller regarder le cours de l'action Auchan ou de l'action Carrefour. Enfin, c'est des groupes qui portent les noms familiaux. Je crois que c'est la famille Muliez pour le groupe Auchan, par exemple. Bref, peu importe. Mais tout ça pour dire que c'est des groupes qui sont rentables, qui versent des dividendes. Ce qui n'est pas un mal, je dis pas. Il faut bien gagner de l'argent. Mais juste pour dire, ils gagnent de l'argent. Depuis des années, ils sont rentables. Ils n'ont pas baissé leur prix. Et par contre, ils ont installé des caisses automatiques. Et encore mieux, maintenant, on fait presque en fait un boulot de caissier parce qu'on scanne nous-mêmes avec la scannette. Je ne sais pas si vous le faites, il y a plein de gens qui le font. Bah, en fait, concrètement, Carrefour, Leclerc, n'importe quelle marque de genre de secteur qui procède à ce type d'outils technologiques donne du travail où avant ils payaient des salariés pour le faire. Bah, en fait, c'est le consommateur qui le fait gratos, au passage. On peut trouver ça bien, pas bien, mais juste par contre, concrètement, même si vous pouvez trouver ça, et c'est sûrement, c'est vrai par ailleurs, ça a un côté pratique. Pour nous, consommateurs, c'est plus rapide en quelque sorte, on fait moins la queue à la caisse potentiellement. Si on s'assure que la caissière ne fait pas d'erreur, ou que le caissier il va pas faire une connerie en scannant 2 fois mes patates, putain, je paye 2 fois mes patates. Donc bon, ok, là, à la rigueur, c'est de votre faute. Mais par contre, ce faisant, là où avant, cette chaîne payait quelqu'un pour faire le travail de passation des articles, bah là, concrètement, vous le faites gratos pour la marque. Voilà. Et pour les groupes de créativité et d'idéation, c'est le même principe. Mais n'empêche que ça marche vachement bien. Alors, vous allez me dire que c'est des exemples passéistes. Pardon, j'ai encore fait un tunnel. Décidément, je suis incorrigible. Je me mettrai une fessée après cette vidéo, évidemment, en pensant tous à vous bien fort. J'espère que vous penserez à moi en vous imaginant me corriger de la sorte. Et donc, ce type de méthode a produit quand même quelques produits qui sont connus. Alors, les bandes velcro, vous connaissez pas sous ce nom-là. Bah, c'est les scratch. C'est des mamans un jour qu'on dit, ou des papas, pardon, je suis tellement misogyne, mais en même temps notre société l'est tellement. Bref, pas bien, je me remettrai une deuxième fessée, je passerai peut-être même au martinet. Mais en tout cas, en gros, elles ont expliqué à des marques, non mais les chaussures, les baskets, c'est bien pour les enfants, mais les lacets c'est une plaie, moi au bout d'un moment je m'en sors pas. Et c'est sur la base en fait de ces idées-là, elles ont commencé à dire, mais on pourrait pas inventer un système, et c'est comme ça que sont nées les baskets à scratch, les amis. Genre, c'est tout con, mais ça venait des consommateurs. Et quand on vous le raconte a posteriori, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, du coup, je trouve ça d'une logique limpide. Mais c'est vrai que quand t'es en haut de ta tour d'ivoire et que t'es dans ton bureau marketing, innovation ou développement produit, bah, tu penses pas forcément à ça. Tu peux pas penser, en fait, c'est humain à tous les contextes d'usage. Donc, le plus simple, c'est d'aller demander aux gens. Le lavage des phares de voiture automatique avec les petits essuie-glaces, même si moi je trouve ça hyper gadget. Bah, le ouais, parce que moi dans la brousse avec mon gros 4x4, il faut que les phares ils se lèvent. Bah voilà, c'est comme ça que c'est né. C'est beau. Les Kleenex, pour pas citer de marque évidemment, parce qu'avant ça n'existait pas, et figurez-vous que c'est des consommateurs qui ont dit on pourrait peut-être mettre ça dans des petits paquets, et ça serait vachement pratique, comme ça on pourrait se les emmener partout au lieu d'avoir des grosses boîtes. Eh bah oui, ils n'y avaient pas pensé tout seuls. Ou plutôt, au lieu d'essayer d'y penser tout seul, ils se sont dit que ça irait plus vite de demander aux gens. Et ils ont sûrement eu raison. Et enfin, truc de feignasse ultime, l'ouvre-boîte électrique pour les gens qui n'ont pas de force dans les doigts. Hein. Bref. Donc là, à nouveau, j'en profite pour vous poser une petite question, mais j'y réponds tout de suite. Cette fois-ci, c'est pas drapeau rouge pour le partiel. Donc les recherches, en gros, elles montrent que les méthodes hybrides sont les plus efficaces. Les individus produisent d'abord personnellement des idées et ensuite elles sont réunies en groupe et nourries de la stimulation collective. Donc vraiment, les méthodes hybrides donc, qui mélangent le groupe et autre chose, elles permettent, et ça on l'a testé, mais depuis que le marketing existe, c'est-à-dire, je vous avais fait un cours là-dessus, 1950 à peu près la création du terme aux États-Unis, Boston Consulting Group. Bref, et donc du coup, en gros, on est vraiment absolument certain, ça fait des années que ce n'est pas démenti, que en fait les méthodes de groupe permettent un nombre d'idées bien supérieur à des interviews seules, que ce soit des interviews ou en tout cas à des sollicitations individuelles, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives d'ailleurs. Et en plus, souvent, les idées sont de meilleure qualité. Donc c'est vraiment une arme de guerre d'un point de vue marketing.
Donc c'est employé dans plein de domaines. Je vous mets un petit tableau récapitulatif, je vous invite à le recopier. Mais par exemple, pour aller vite, c'est très utile pour créer des noms de marques, de sociétés, de logos. Ça permet d'élargir le panel d'idées. On ne penserait jamais à autant de choses qu'un groupe de personnes. Et en plus, ça permet de voir aussi, à travers l'échange, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas et pourquoi. Ça permet dans la même ordre d'idées, avec les mêmes avantages, de procéder à des nouvelles idées de produits, de services, de packaging aussi. Ça, c'est un exemple que j'emploie pas souvent, mais c'est très présent. Prévoir aussi des nouveaux usages pour des produits existants. Repositionner des marques ou des produits, demander aux consommateurs, ben voilà, cette marque avant elle avait du succès, il semble qu'elle change. Comment vous la voyez vous maintenant cette marque? Parce que c'est pas parce que il y a 15 ans tu as fait un focus group que les résultats ils sont toujours valides. Les gens et les attributs prêtés aux marques, les gens ils changent d'avis, la société elle change, elle évolue, il y a des innovations qui sont produites, les mœurs donc sont mues par ces évolutions et donc en retour elles font à nouveau évoluer les consommations. Donc bref, il faut se tenir à la page, d'où l'intérêt de la veille. N'est-ce pas, par exemple. Pour de la communication, notamment pour créer des thèmes publicitaires, choisir des éléments de vocabulaire, créer des jeux et des concours, etc., etc. Pour les argumentaires de vente et développer les techniques de vente, c'est aussi très pratique. Et enfin, pour la distribution, pour savoir où les gens achètent les choses et peut-être où ils aimeraient les trouver, etc., etc., etc. Et à côté, je vous ai mis certaines méthodes un peu plus spécifiques que celles qu'on a vues, qui sont listées en fonction de ces domaines d'application. Et enfin, nous allons voir le groupe Delphi, qui est un groupe un peu à part, c'est le groupe d'experts. Voilà, l'expert. Donc cette méthode, elle est issue des travaux de la Rand Corporation. Elle a vu le jour aux États-Unis, comme d'habitude, dans les années 60, donc à l'ère du développement du marketing. Et elle a très vite connu un succès, il faut bien le dire, considérable. Parce qu'elle est simple, elle est très structurée et elle permet de parvenir à des prévisions à long terme. Donc notamment des ventes à moyen terme, tester l'acceptabilité d'un nouveau produit, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, prévoir des applications dans des secteurs industriels comme l'énergie solaire ou l'informatique. Et puis ensuite, on les a étendus quand même malgré tout au secteur de la grande consommation et aux services, comme l'édition, le transport, les loisirs, puisque c'est des secteurs malgré tout qui connaissent aussi des évolutions technologiques ou des transformations sociétales, notamment d'un point de vue économique. Et donc là, les prédictions ont une importance capitale puisque c'est des marchés qui vont être amenés à changer a priori dans les quelques dizaines d'années qui vont suivre. Alors évidemment, c'est difficile de donner des exemples parce que vous en doutez bien, quand une entreprise elle procède à ce genre de choses, elle ne met pas sur la place publique ce qui pourrait constituer un avantage concurrentiel. Mais je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc l'objectif du groupe Delphi, c'est de faire de la prédiction, de prévoir des évolutions. Alors technologiques, de la demande, acceptabilité de nouveaux produits, je vous l'ai déjà dit. Par extension, donc ça permet de prévoir des parts de marché, comment pourrait évoluer une image de marque, des nouveaux modes de distribution ou le développement de nouveaux produits et services. Donc évidemment, les membres du groupe, c'est la spécificité du groupe Delphi, ce sont des experts. Donc on peut travailler sur des leaders d'opinion, donc des gens qui sont spécialistes dans un domaine. Imaginez le sport. Vous demandez aux sportifs. Pour la voiture, vous pouvez demander à des pilotes de course, de rallye, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, pour de la technologie, vous pouvez demander à des ingénieurs, à des informaticiens, par exemple, s'agissant d'ordinateurs, etc., etc., etc. Ou des gens qui ont des chaînes spécialisées, par exemple sur YouTube. Enfin, bref. Mais on peut aussi recourir à des consommateurs ordinaires, c'est ce qu'on appelle le brand Delphi, mais là, en général, brand en anglais signifiant marque, on s'intéresse plus aux effets de marque qu'à des prévisions de long terme. Mais bref. Et enfin, on peut faire des groupes Delphi qui concernent les marchés, qui concernent certains marchés spécifiquement. Donc l'informatique, l'électronique, l'énergie, le transport, la santé, et par extension la banque, l'assurance, l'automobile, l'IFI, la télévision, la vidéo, l'édition, l'agroalimentaire, le tourisme. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs où les comportements sont beaucoup plus variables, donc la prévision devient extrêmement importante, et donc il est extrêmement intéressant d'avoir des prévisions à long terme, d'où ce recours spécifique à des groupes d'experts au lieu de prendre, si je puis le dire ainsi, le commun des mortels, à savoir les consommateurs lambda tels que vous et moi. Donc, évidemment, il repose sur l'expertise des participants et le problème c'est d'être sûr qu'on est face à un expert, donc ça va forcément influer énormément sur la qualité des résultats produits. Du GD, c'est le groupe Delphi. Donc on a des profils types, des chefs de produits, des cas de marketing, des consultants, des journalistes professionnels, et puis enfin des techniciens des domaines concernés, un informaticien pour l'informatique, un pilote pour des voitures, bref.
D'un point de vue statistique, évidemment, la fiabilité des réponses, elle va augmenter avec la taille du groupe, et par contre, l'erreur moyenne augmente dans le sens contraire. Plus le groupe est petit, plus la capacité de la prédiction, la fiabilité de la prédiction diminue. Le meilleur rapport coût-précision des prédictions est là encore de 8 à 10 membres, parce que le but, évidemment, c'est que là encore, ce ne soit pas cacophonique. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, je voulais en venir à un point, je vous en ai déjà parlé. Là, on a fini de se présenter les techniques qualitatives. J'espère que vous les avez bien en tête. On a l'entretien individuel, on a les entretiens de groupe. On en a vu plusieurs. On a vu le focus group, on a vu le groupe nominal, on a vu les groupes de création et d'idéation, et on a vu le groupe Delphi. Ils ont chacun des propriétés, il faut savoir quand les employer. On a vu notamment les entretiens individuels en dehors des groupes, en dehors des entretiens de groupe, et nous avons vu les techniques d'observation qui sont nombreuses, diverses. Pour autant, on vit dans une société du diktat du chiffre. Essayez de prêter attention, est-ce qu'à la radio, à la télé, ou même dans de la presse professionnelle, vous entendez parler d'études qui sont issues du qualitatif? Très rarement. En fait, les rares fois où il y a des résultats, parce que ça existe quand même, on ne prend pas la peine de dire que c'est du qualitatif parce qu'il y a un délit, il y a une présomption de subjectivité qui en réalité est extrêmement discutable. Cette objectivité, je vous en ai parlé plusieurs fois, elle est discutable dans tous les domaines. Et un chiffre, la manière dont on l'a produit, c'est tout aussi discutable que la manière dont on interprète un discours, si ce n'est pas plus. Non, autant. Bref, en tout cas, ça se discute énormément. Et donc, que faut-il pour mesurer? Il faut savoir au préalable déjà quoi mesurer. Donc c'est ma manière de vous dire que le qualitatif, pour moi, n'aurait pas à être autant déficitaire. Il n'aurait pas à prendre le pas sur le quantitatif, mais il n'a pas à être autant effacé. Et quand on saute aux conclusions et qu'on fait direct un questionnaire, souvent on ne se pose même pas en préambule la question de quoi mettre dans ce questionnaire, ou en tout cas on présume des modalités de réponse à prévoir dans ce questionnaire, et souvent, de la sorte, on produit un questionnaire qui est erroné et on fait fausse route. Les données sont donc biaisées, et on ne peut pas véritablement tirer d'informations pertinentes de ce genre de choses. Donc au regard de ces limites, j'invite plutôt à la complémentarité de ces méthodes dans un monde idéal, sachant que notre monde est tout sauf idéal, mais bref. J'en termine sur ce point, j'ai été un peu long, j'espère que vous aurez survécu à cette séance. Je voudrais quand même vous attirer votre attention sur deux éléments, les objectifs de l'étude qualitative. Donc ça, c'était le cours que j'ai fait devant vous, et j'en ai aussi fait une vidéo sur internet, c'est le numéro 1 sur 4 qui est disponible sur Célèbre. Les types d'entretiens. Les entretiens individuels, je les ai faits en vidéo uniquement sur Célèbre. Les techniques de groupe, qu'on vient de voir ensemble, c'est l'objet de cette vidéo, seront uniquement sur Célèbre. Nous ne les avons pas vues non plus en cours ensemble. Et enfin, les techniques d'observation, je vous les présentais en CM, c'était la séance passée, et je vous ai donné mon PowerPoint en ligne sous format PDF. Tout est à savoir. Ce point-là vise à ce que vous ne vous perdiez pas dans la structure du cours, parce que je sais qu'en alternant, un coup c'est en vidéo, un coup c'est en vrai, un coup c'est en vrai et en vidéo, donc voilà, je voulais remettre un petit cadre pour que vous ne perdiez pas trop. Par contre, du coup, on a tout vu, et sachant ça, je ne tolérerai pas de réponse du type « Ah bah oui, mais moi j'étais un peu perdu parce qu'un coup c'était en vrai, puis un coup c'était pas en vrai ». Enfin, on est grand, on est majeur, on est vacciné, vous comme moi. Du coup, ça veut dire qu'on est consentant aussi. Vous avez consenti à être à la fac. Bon, même si le consentement est un concept très large, on va parler que des cours. Et donc, du coup, en tant que personne adulte et responsable, je considère quand même que vous pouvez vous y retrouver entre le format numérique et le format non numérique. Surtout que je prends la peine de faire des rappels là-dessus. Et tout est matière à l'examen, encore une fois. Sur ce, vous inquiétez pas, on s'en reparlera en CM. En vrai, je referai un point. Par contre, encore une fois, si, j'espère que vous le faites, vous regarderez cette vidéo d'ici là, si vous avez des questions ou des doutes, va falloir me les poser en vrai, idéalement. Bon allez, bon week-end à vous et bon courage pour la suite.